On se sent souvent francophone en Israël, mais aussi israélien dans notre francophonie. Et je crois que ça apparaît partout dans la revue. Sortez, respirez, c'est le Quality Time. Et nous avons le plaisir de retrouver Liliane Limonchik pour sa revue à la page, une revue culturelle de langue française dont c'est la 3e édition, si je ne me trompe. Liliane, bonjour. Bonjour Cathy. On est ravis. De rien, on est ravis de vous retrouver parce que c'est vrai qu'en ce moment, la culture, c'est pas tout à fait ça. Et apparemment, vous avez sorti votre revue en plein Corona. Alors là, chapeau. Justement, je voulais vous en parler parce que je crois qu'on ne peut pas ne pas parler de quelques mots liés à ce Corona. Et je dois vous dire que l'appel de texte pour la revue avait commencé avant que ça devienne dominant. On entendait peut-être un petit peu dans les médias qu'il se passait quelque chose, mais c'était très loin. Mais quand j'ai reçu tous les textes, eh bien, ça devenait vraiment critique. Et j'ai eu tous les textes en main quand vraiment il y avait, on devait s'isoler et il y avait le confinement. Et donc, à première vue, je me suis dit, mais Liliane, c'est de la folie. Ça n'a pas du tout de sens de sortir une revue en plein confinement. Et donc, ça n'a pas beaucoup de sens. Et puis, je me suis dit, au contraire, parce que justement, je crois que dans le confinement, chacun de nous, à sa façon, a essayé de garder une certaine normalité. Et que ce soit avec une tasse de café le matin, ou faire un petit tour dans le quartier, ou ouvrir le journal, mais chacun a eu sa manière, ou a encore aujourd'hui sa manière de garder une normalité. Et donc, je me suis dit, c'est quoi cette normalité pour moi et pour la revue? C'est continuer à pouvoir offrir cette revue. Et cette fois-ci, j'avais le désir que cet ensemble de textes et d'images, de photos, soit comme un bouquet de fleurs que j'offre au lecteur pour lui rappeler que malgré tout et toujours, il y a toujours quelque chose de beau dans notre environnement. Alors, cette revue que vous avez créée à la page, c'est une revue culturelle en langue française, certes, mais qui est quand même très liée à ce qu'il se passe ici, de par ses contributeurs, d'une part, parce que ce sont des francophones généralement installés depuis de nombreuses années ici, mais aussi de par les thèmes abordés. Et là, je crois que cette année, on va voir tout de suite la revue, la première page de la revue. Vous avez abordé le thème de l'identité. Oui, et ça s'est fait un petit peu de soi-même, parce que je crois qu'il y a quelque chose de récurrent pour nous tous francophones en Israël. C'est que dans notre valise, quand nous sommes arrivés en Israël, notre côté francophone est resté très dominant. Et c'est pas par hasard s'il y a le studio Kalita qui aide ces francophones qui arrivent en Israël. Mais la francophonie reste très dominante. Par contre, on arrive en Israël et puis on a cette adaptation et il faut s'adapter, il faut vivre avec notre quotidien ici. Et donc, ces deux courants sont constants et on se sent souvent francophone en Israël, mais aussi israélien dans notre francophonie. Et je crois que ça apparaît partout dans la revue, cet ensemble de ces deux courants qui sont complémentaires finalement. Il n'y a pas d'opposition, ils sont tout à fait complémentaires. Et donc moi aussi, puisque je vis de nombreuses années en Israël, j'ai eu envie de partager ce que j'estime être la richesse, la beauté du pays, et que ce soit dans toutes sortes de créations culturelles, d'expressions artistiques, que ce soit dans la peinture, dans la musique, dans des expositions ou dans des musées. Alors justement, ce qui est intéressant aussi, c'est que les contributeurs, on les connaît bien. Évidemment, je pense à Michel Kishka, qui est dessinateur, entre autres, qui écrit et qui vous a livré texte et dessin, voilà, avec on va dire un article sur David Grossman, Amos Oz et Aleph Bet Yeshua, voilà, dont il est très proche, qui font un peu partie du socle de cette culture israélienne moderne.
du socle, et puis ils ont suivi aussi l'évolution de l'histoire du pays, c'est-à-dire ils le transmettent à leur manière. Ok, alors ce qui est intéressant dans cette revue, on va y revenir bien sûr, c'est que vous racontez une histoire un peu méconnue, celle de la famille Singer. Donc évidemment, on connaît tous Isaac Bashevis Singer, mais ce qu'on sait moins, c'est qu'il avait un frère et une sœur qui, eux aussi, écrivaient. Exactement. Alors c'est un très bel article écrit par mon ami Emmanuel Rickson, qui fait partie des membres fondateurs aussi, et qui est actif pour la publication de la revue. Et en effet, on connaît donc Isaac Bashevis Singer, et donc par exemple au tribunal de mon père. Et Isaac Bashevis Singer est en fait le petit, à l'avant-dernier de cette fratrie. Et avant ça, il y avait l'aîné, c'est une fille, Esther Kreitman, qui a écrit et qui a terminé sa vie en Belgique, et un autre frère qui est juste après Esther Kreitman, qui est Israël Yeshua Singer, et qui a donc, je crois peut-être certains auteurs, certaines personnes ont entendu les frères Ashkenazi, c'est Israël Yeshua, et qu'il a écrit. Et donc les trois frères parlent. Ce qui est passionnant dans leur écriture et dans le texte que Emmanuel a écrit, c'est que chacun en fait parle de leur vie, de leur enfance qui s'est déroulée en Pologne, mais chacun évidemment le voit différemment. Et donc c'est très intéressant. Et je dois dire que à mes yeux, Israël Yeshua écrit tout aussi bien que son frère et la sœur également. Seulement, bon, ils sont vécus. Israël Yeshua est décédé à New York assez jeune, et la sœur, elle a vécu à une époque où il n'était pas encore de bon ton ni reconnu d'être une femme qui écrit. Elle a eu une vie un peu plus dure que son frère, qui lui a pu vivre de sa plume, ça c'est clair, puisqu'elle est morte, je crois, dans la misère. Mais en tout cas, c'est assez touchant de découvrir cette famille. Donc il y a plein de choses dans cette revue. Il y a aussi, nous qui sommes en manque de musées, de pouvoir sortir, découvrir des choses, eh bien vous avez fait un reportage sur d'autres cultures, d'autres identités, les identités yéménites et éthiopiennes. Donc là aussi, on peut en savoir plus sur la revue. Alors, l'identité, c'est vraiment central dans vos revues. On en parle à chaque fois. Oui, je crois que c'est quelque chose qui est très présent pour nous francophones en Israël. C'est comme je l'ai dit. Donc, au début, bon, la première revue, j'avais donné un thème, le deuxième aussi. Mais même en donnant un thème, finalement, je vois que les textes reviennent au thème de l'identité. Comment se situer en tant que francophone, que juif, en Israël, à l'extérieur, notre vie ici dans le pays. Finalement, c'est les sujets qui reviennent d'une manière ou d'une autre. Évidemment, on peut trouver la revue si on veut l'acheter ou se la procurer. On peut la trouver sur quel support ? Est-ce qu'elle est distribuée dans les librairies françaises, par exemple, ou est-ce qu'elle est sur le site internet ? Oui, donc il y a une présence de cette revue en Israël, dans les librairies françaises à Jérusalem, vice-versa, et à Tel Aviv, le Foyer, mais également en France et en Belgique et également en Suisse. Alors, dans le site de la revue, qui est donc www.revuealapage en un mot.com, il y a toutes les adresses des endroits où on peut trouver la revue, que ce soit en Israël, aussi à Natania. Il y a aussi les revues qui sont à Natania, à la disposition par une personne de la Vitso. Et donc en France et en Belgique et en Suisse aussi, c'est inscrit dans le site. Alors évidemment, Liliane Limonchik nous a parlé en introduction de gastronomie. Je suppose qu'on va peut-être lire un petit extrait juste avant de se séparer. Alors Liliane, à vous. Oui, alors la gastronomie, j'ai eu un entretien avec Shmuel Holland. Alors, qui est Shmuel Holland ? Il est chef, il est historien,
Et aussi, il a fait un doctorat en chimie. Et voilà qu'il s'est rendu compte que finalement, la chimie qui l'intéresse, c'est la cuisine. Alors, il s'est dirigé, et donc on l'entend sur les radios en hébreu, et je lui ai demandé, comment définissez-vous la cuisine israélienne? Alors, il nous dit, et je le cite, la cuisine israélienne se trouve entre deux pôles. La volonté d'en faire un tout homogène, tout en préservant la richesse culinaire qui découle des différentes immigrations. Et là, je fais juste une parenthèse parce que ça rejoint ce que j'ai dit précédemment, c'est-à-dire que nous arrivons avec dans notre valise ce que nous amenons de l'extérieur, et nous arrivons en Israël et nous adaptons. Alors, Schmil continue. La cuisine remonte aux années 20, quand on ne parlait pas encore de cuisine traditionnelle. Pour qu'une cuisine soit qualifiée de traditionnelle, il faut qu'elle représente au minimum une évolution sur 3 générations. Mais en réalité, elle est le résultat de 3 générations. Si la grand-mère fait un changement, elle représente une nouveauté pour elle et sa fille, mais elle est considérée comme traditionnelle pour sa petite fille. Alors Schmil donne des exemples concernant les ingrédients, le mode de cuisson et ustensiles de cuisine. Mais je vais vous lire juste un extrait concernant un ingrédient. Il nous raconte. Une Israélienne d'origine marocaine me déclare aimer la salade de poivrons dans sa version marocaine, celle de sa grand-mère, c'est-à-dire avec de l'huile de soya et non pas avec de l'huile d'olive. Or, nous savons pourtant qu'au Maroc, la cuisine est à base d'huile d'olive. L'explication réside dans le fait que la grand-mère est arrivée dans les années 50, à une époque où il n'y avait pas d'huile d'olive en Israël. Et cette huile d'olive existait seulement dans les villages arabes et pour leur seul usage. Par exemple, quand on avait mal aux oreilles, il était conseillé de mettre quelques gouttes d'huile d'olive tiède. Et pour en trouver, il fallait quelqu'un qui dispose d'une relation dans un village arabe. Les immigrants ont donc ajusté leur cuisine aux produits à leur portée, subventionnés par l'État, comme c'était le cas de l'huile de soya. La petite fille a grandi avec cette salade au poivron et pour elle, il est devenu un plat de la cuisine traditionnelle marocaine. Voilà, et donc ça c'est un extrait de cet article de Schmil qui parle de cette intégration de la cuisine, de ce que nous, en tant qu'immigrants, on apporte en venant des 4 coins du monde et comment nous l'avons adapté à ce que nous avons trouvé ici en Israël. Très bien. Bon, écoutez, on est ravis d'avoir eu ce petit entretien avec vous. Bravo pour avoir sorti cette revue en plein confinement. En tout cas, merci beaucoup d'avoir participé. J'espère que vous serez nombreux, vous qui nous écoutez, à vous intéresser parce que vous découvrez des choses profondes sur la société israélienne dans votre langue. Donc, c'est aussi une façon de mieux comprendre où vous avez atterri et où vous vivez. Voilà, c'est important. Des opinions différentes. C'est ça qui est aussi des courants différents d'écrivains. Donc, c'est assez intéressant. Merci beaucoup, Liliane Limonchi, qui à très bientôt. Merci, Cathy. Merci beaucoup. Ciao. Sortez, respirez, c'est le Quality Time.